Donc, comme on vient de voir, le DAX, il inclut donc les dividendes dans son indice, contrairement au CAC 40 et au Dow Jones, et aussi au SP500. Donc c'est pour ça que le DAX, il est très très haut. Et si on veut vraiment le comparer, parce qu'on ne peut pas comparer CAC 40, Dow Jones, tout ça, avec le DAX, il faut prendre le CAC 40 avec les dividendes. Et donc vous pouvez chercher, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Alors, si j'ai Internet, voilà. CAC GR. Donc ça va être le CAC avec les dividendes. Et vous avez, si vous voulez, CAC NR. Ça c'est avec les dividendes réinvestis net. Donc vous voyez que le CAC 40, là, ça vaut à peu près combien ça va valoir 4003, j'en fais pas trop. C'est ça à peu près. 4005, 4003. Et vous voyez qu'avec les dividendes, ça vaut quand même 11 000. Donc ça n'a rien à voir. Donc on ne peut pas vraiment comparer DAX et CAC 40 comme ça. Donc c'est important de remettre un peu sur la même échelle tous les produits. Hop. Il y a des petites questions sur ça ou ça va? Ça vaut 11 000 depuis 88, c'est ça que ça veut dire? CAC 40 c'est 87, ouais, avec les dividendes qui ont été donnés. C'est ça. Voilà. S'il vous plaît, oui. Oui. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut trader le CAC NR? Je pense pas que ce soit possible. Mais théoriquement, si vous détenez les actions depuis ce temps-là, mais faut voir ça plutôt comme un indicateur. Voilà. Je pense pas que ça se... Non, je suis presque sûr que ça se traite pas. Non. Parce que sinon tout le monde ferait ça pour profiter des dividendes en fait. C'est pour ça que le DAX, pour le coup, c'est un indice qui est un petit peu mieux, parce que quand on le prend, on touche quand même les dividendes. Alors que le CAC 40, que dalle. C'est une donnée fondamentale, car toute chose égale par ailleurs, le DAX augmentera toujours plus et baissera toujours moins que les autres indices. Ça c'est d'un point de vue mathématique, hein. Je ne dis pas que forcément le DAX il baisse beaucoup, il monte beaucoup parfois, mais d'un point de vue mathématique, voilà comment il se comporte. Cependant, donc le DAX, c'est un indice qui est très volatile avec un écart type journalier très très important. C'est un indice nerveux qui a tendance à chercher les excès et les stops des investisseurs. Les niveaux techniques sont donc larges et les fameuses portes de saloon sont nombreuses. Donc la difficulté un petit peu du DAX, c'est comment mettre un stop loss alors que c'est un indice qui ne va pas trop respecter ses niveaux. Il faut être un peu large. Je pense que la meilleure méthode, du coup, ça va être d'investir un petit peu moins, du coup, donc être un petit peu moins sensible à cette fort écart type, et du coup, de ne pas se prendre des stops continuellement, juste parce que le marché il a décidé de faire 3 points de plus que d'habitude. Un effet de levier supérieur à 10 diminue de façon significative les chances de succès à long terme. Un investisseur prudent le limitera donc à 5. Enfin j'ai mis à 3, mais je trouve entre 3 et 5 maximum, c'est déjà bien. On le verra après, je vous ai ramené 2-3 track records que j'ai dans mon ordinateur pour vous montrer. Il n'y a pas besoin d'en mettre un max pour faire de l'argent sur le long terme. C'est vraiment pas une façon de trader qui est saine et qui vous permettra de gagner sur le long terme. Alors oui, vous pouvez avoir de la chance avec un effet de levier de 100, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut. Pour vous donner un ordre d'idée, tout le monde se souvient de la banque Lehman Brothers. À votre avis, quel était l'effet de levier qu'avait cette banque et donc qui a craché à peu près? Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. 27. Ouais, c'est ça. Hein, on voit les anciens étudiants qui ont bien travaillé. Donc vous voyez, une banque peut mourir avec un effet de levier de 27. Donc, comment nous, avec les petits montants qu'on a par rapport à leurs milliards, on peut réussir avec des effets de levier, je ne sais pas, de 50 ou 100. C'est vraiment, c'est pas du bon boulot et je ne recommande pas de faire ça. Après, si vous voulez jouer un coup comme ça, c'est comme aller jouer au PMU ou sur un match de foot. Mais ça revient plus du pari que de l'investissement. Donc vraiment, essayez 3-5, c'est déjà beaucoup et vous verrez sur le long terme, vous faites largement assez. Je vous montrerai des performances où c'est largement capable avec un effet de levier de 1 de faire du 5% par mois. Vraiment. Le DAX reste cependant un indice très intéressant à utiliser du moment qu'on maîtrise correctement son effet de levier et son risque. Des petites questions là-dessus, c'est bon? Ok, on avance.
relation action-future. Afin de comprendre qui domine cette relation d'arbitrage action-future, il faut identifier les zones de pression exercées par les volumes. C'est-à-dire que parfois, vous vous souvenez, le DAX est quand même basé sur des actions. On l'a vu dans la formule, c'est la somme des actions. Qui est le marché qui va tirer le plus? Est-ce que aujourd'hui les investisseurs ils ont plus envie de trader les actions ou ils ont plutôt envie de trader le futur? On va voir que, je vais vous montrer après comment voir ça, mais les actions elles ont vraiment un impact significatif parfois sur l'indice, et donc il ne faut pas non plus les prendre à légère parce qu'on fait du DAX, on ne doit pas regarder quand même les actions qui sont dans l'indice. Donc en ce moment, les pressions se trouvent sur les industriels, et notamment Volkswagen, qui a perdu 50% de sa valeur en un an, alors qu'elle représentait presque 6% de l'indice. Donc en gros, le DAX, il a pris une baume de 3% juste à cause d'une action. Donc voilà, il fallait faire attention à cette annonce sur Volkswagen et un petit peu la pricer dans votre analyse. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un niveau qui était 3% dessus, bah vous prenez le niveau qui est 3% en dessous, et après vous ne pouvez pas savoir forcément de combien Volkswagen va baisser, mais vous pouvez ajuster vos niveaux en fait en fonction de la pression des volumes sur tel ou tel secteur ou action. Quand les actions montent ou baissent de façon homogène, la pression se trouve alors sur le futur. Les niveaux techniques sont à surveiller sur le futur DAX. Et donc quand ça va être hétérogène, donc je sais pas, on va avoir plusieurs secteurs à 3% à la hausse et un autre secteur à moins 2, il faudra plutôt regarder le DAX en cash, donc c'est-à-dire les actions. Je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai sur mon tableau de bord. Je regarde ça et je regarde ça c'était ce matin. Dans quel sens le marché l'a tiré? Et là vous voyez que c'est globalement homogène. Il n'y a aucun secteur qui tire vers le haut. Pour qu'il y en ait un qui tire vers le haut, il faudrait que par exemple les financières soient à plus 3. Et là elles seraient un petit peu en dehors des autres. C'est bon pour tout le monde parce que ça peut paraître un peu difficile à comprendre. J'ai vu pas mal de trucs, c'est un peu dense. Ça va? Vous avez une explication de cette différence? Pourquoi le futur est tiré par un secteur plutôt que... le futur a aussi les dividendes, tout est identique sur la manière dont on calcule le futur? Il y a juste les taux d'intérêt en plus. Oui. Est-ce que c'est lié à ça, le fait qu'il y ait une différence? Non, c'est genre juste s'il y a un secteur qui va intéresser particulièrement les investisseurs. Imaginons, on revient sur le cas Volkswagen, et ben le secteur automobile il va se mettre à beaucoup baisser parce qu'on va avoir peur par exemple sur Mercedes, qui est dans le DAX, et qui pourrait avoir fait la même fraude. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va regarder un petit peu plus ce secteur. Et donc c'est ce secteur, on va investir directement sur les actions, et après ça va être répercuté sur le futur par de l'arbitrage en fait. Mais c'est les actions qui vont tirer, dans ce cas-là, l'indice vers le bas. En termes de timing. Ouais, c'est eux qui vont arriver en premier, et l'autre ça va être plutôt du hedge. Voilà, ils vont suivre en fait. Merci. Juste une petite pause. Est-ce que quelqu'un est venu avec une 206 grise et qu'il a garé un petit peu en freestyle? Parce que là, il y a un camion qui essaye de sortir de la CCI, il n'arrive pas. Et il pense que c'est quelqu'un qui est là. Bon, super, tout le monde est venu en métro. Bonne continuation. Bon, on a vu un peu quelques outils pour trader le DAX. Après, on verra un peu sur le graphique. Hein. Là, c'est vraiment des outils. Alors après, bien sûr, hein, je ne l'ai pas mis, mais il y a le calendrier économique. Informez-vous de ce qui peut tomber pour trader la news ou ne pas la trader. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer, je sais pas, pour le PIB allemand. Je vais m'abstenir de trader pendant 1 heure, par exemple. Il ne faut pas tenter quelque chose où on ne va pas être à l'aise. On va voir maintenant comment lire le VDAX. Le VDAX, c'est un truc assez nouveau. Ils en ont sorti un nouveau il n'y a pas très longtemps qui s'appelle New VDAX, si jamais vous cherchez sur Internet. Et ça, ça peut paraître peut-être un peu compliqué, mais c'est simple. Ça reste relativement simple. C'est une méthode qu'on utilise pas mal dans les banques et dans les hedges, et ça vous permet un indicateur qui va vous dire est-ce que mon scénario, il est réalisable ou est-ce qu'il est complètement farfelu en fait. Donc vous faites le DAX, ou futur DAX, peu importe ce que vous voulez, fois le VDAX, donc N, donc, que vous mettez à la racine, donc N, la période de votre choix, donc je veux savoir le DAX, combien de points il peut prendre dans, moi j'ai mis 47 jours, donc j'ai mis de aujourd'hui à la fin de l'année. Sur 252, c'est le nombre de jours de trading dans l'année, donc on enlève les week-ends, les jours fériés, tout ça. Donc on prend 10 660, c'était le prix de ce matin, qu'on multiplie donc par la valeur du VDAX, c'est très très simple à trouver. Sur Google, vous tapez VDAX, vous l'avez tout de suite.
fois donc le nombre de jours à la racine, et on obtient, ça faisait 389 hein, si vous cherchez, mais on va dire 400. Et on va utiliser un tableau basé sur la courbe gaussienne des probabilités, donc en gros la loi normale. Alors, ouais, c'est un copier-coller qui est mal fait, mais c'est pas le SP500 du coup, ça va être le DAX. Il a 68% de chance de gagner ou de perdre, donc là pour le coup c'est 400 points. Ok, la phrase il faut la remettre pour le DAX. Je l'ai fait ce matin vraiment pour essayer d'être au plus près du marché. Du coup j'ai pas tout surveillé, mais en gros il a 34% de chance de prendre 400 points ou de perdre 400 points du 14 novembre au 31 décembre. Okay, il a 13% de chance de gagner ou perdre 800 points, 2,1% de chance de gagner ou perdre 1200 points et 0,1 de gagner ou perdre 1600 points. Ça c'est vraiment un petit indicateur qui va pouvoir vous dire, quand vous entendez des conseils à la télé, est-ce que c'est du n'importe quoi. Par exemple, on voit des gens qui nous disent le DAX il va tomber à 7000, quelle est la probabilité que ça arrive selon l'investisseur? Parce que le VDAX, ça va être un produit qui va être déterminé par l'ensemble du marché. Donc pour moi c'est un indicateur qui est vraiment factuel et très très intéressant parce que c'est le sentiment de tout le marché. Le VDAX, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est l'ensemble du marché qui a décidé ça. Il y a des petites questions sur ça ou ça va? C'est des indices, ça. C'est un indice parallèle au DAX, en fait, C'est en gros, le VDAX, il va mesurer l'ensemble de toutes les volatilités de toutes les options sur le DAX et il va en faire une synthèse. Et pour à peu près, il va prendre, la moyenne, c'est souvent 27 à 37 jours pour l'échéance des options. C'est bon? Donc voilà, donc ça c'est la traduction de ce que je vous ai dit avec la petite courbe. Vous voyez, on a 34% de chance d'aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc il a quand même de grandes chances de rester dans ces prix-là, donc ça ferait entre 10 200 et 11 000 pour la fin de l'année. Les faiblesses du DAX, donc c'est un indice qui est beaucoup trop pondéré en industriel, qui va être très très sensible à la conjoncture économique. Le manque de liquidité sur les futurs, il est donc préférable de trader le DAX via des CFD. Je vais vous montrer juste après un carnet d'ordre, je vous ai fait un petit screenshot. Le DAX en futur, moi je trouve ça pas terrible parce que dès qu'on met un contrat, on influence le marché, tout ça. Il n'y a pas ces prix qui sont proposés, il y a des spreads qui peuvent être énormes. Par exemple, si je ne me trompe pas, sur le DAX, sur le CFD, le spread ça doit être à peu près de 1. Chez tout le monde, c'est à peu près ça. Sur le DAX, sur le futur, vous pouvez avoir 3 points de spread. Donc ça fait 3 fois 25, ça fait beaucoup. Et donc, le DAX, c'est quand même mieux via des CFD. Et en plus, ça coûte beaucoup moins cher, hein, parce qu'un futur DAX, c'est 300 000 € à peu près. Alors que le DAX, là, ici, je pense chez Alvexo, vous pouvez commencer à trader à partir de 10 000 €, je parle juste en termes unitaires de contrat. Donc c'est vraiment petit, vous pouvez investir pour tous les portefeuilles. Le DAX, il va être quand même réservé aux professionnels et en plus, on ne le fait pas trop. Le carnet d'ordre, donc si vous utilisez cet indicateur, il est peu fourni, mais vous pouvez très bien regarder celui de l'Eurostoxx qui est bien plus précis et où on a beaucoup plus de volume et ça marche assez bien. Enfin, moi, c'est un indicateur que j'utilise, je prends le carnet de l'Eurostoxx et quand je vois qu'on a des niveaux techniques sur le carnet, par exemple, beaucoup de volume tradé à ce prix-là ou à un prix qu'on n'a pas encore vu, il y a énormément de volume. Par exemple, je ne sais pas, on va dire que si on prend l'Eurostoxx à 3501, il y a 500 contrats, et à 3500, il y a 1000 contrats, je vais me dire, bah voilà, ce prix, pour les investisseurs, il est quand même beaucoup plus fort, et s'il y a une résistance, elle sera plus dure à passer. Et enfin, donc ça c'était aussi un petit problème pour trouver des informations sur ce webinaire, il faut bien comprendre l'anglais ou l'allemand pour trouver des infos sur le DAX, il y a très peu d'infos en français, vous allez chercher des trucs bien. Alors, après vous avez juste les comparaisons des carnets d'ordre, je vous ai mis en même temps, si vous ne connaissez pas les produits, le slash c'est le nom du produit sur MT4. Vous voyez, donc vous avez le SP500, donc là c'était pas encore ouvert, hein, c'est en session européenne, donc vous avez 100 contrats, bon c'est pas grand chose, c'est plutôt aux alentours de 500 en session américaine. Le DAX, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose, il y a un spread de 1, tous les prix sont pas proposés, alors que sur l'Eurostoxx, vous voyez c'est quand même solide, on peut voir quelque chose, le DAX ça va bouger tout le temps, enfin on n'y voit rien, ça donne mal à la tête, c'est pas terrible. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Tout va bien, n'hésitez
n'hésitez pas. La curve que vous avez montrée tout à l'heure, à 37%. Ouais. C'est centré sur le zéro, c'est-à-dire qu'au second on a moitié de paire. Rien de paire. Comment on lit ça? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? En gros, c'est juste pour voir, est-ce que mon scénario, il est crédible ou pas? Par exemple, j'imagine, je sais pas, je vous dis le DAX, j'invente, il va perdre 2000 points d'ici la fin de l'année. On voit une grosse crise, c'est complètement surévalué. Et bien on voit que selon les investisseurs au niveau du VDAX, il y a 0,1% de chance que ça se passe. C'est comme ça. On analyse, en gros je pense là que le DAX va perdre 500 points, bah, il y a 13% de chance que ça se passe. Mais en même temps, il y a 13% que ça ne se passe pas. Je veux dire, les possibilités que ça se passe. Ah, il y a 13% que ça se passe, du coup bah, il y a plutôt 87% que ça se passe pas. Oui. C'est juste pour voir si le scénario il est crédible en fait, au niveau de tous les investisseurs, puisque le VDAX, ça va être la traduction du sentiment de tous les investisseurs, plutôt que d'utiliser des volatilités qu'on calcule en banque comme la volatilité locale, qui est un calcul personnel et donc qui est un peu influencé. Là, c'est la traduction de tout le monde. C'est ça qui est bien important. Autre chose ou pas? Excusez-moi, est-ce que ça vous dérangerait de remettre le diapo 7 7. Avant ou après du coup? Le diapo numéro 7. Ah ok. C'est bon? D'autres questions peut-être? Celle-là?